Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Ravi de vous retrouver en ce vendredi 18 juillet. Voici tout de suite les titres de ce soir. Manuel Valls poursuit sa tournée en Polynésie. Après Hivaoua, le ministre des Outre-mer s'est rendu ce matin à Rangiroa, où il a visité des abris de survie construits sur des atolls pour faire face aux cyclones. Des bâtiments désormais pensés pour être utiles au quotidien. Ce soir, les athlètes qui ont représenté la Polynésie française aux mini-jeux du Pacifique organisés à Palau sont mis à l'honneur à la présidence. En tout, 131 sportifs ont ramené 142 médailles. Une cérémonie festive à laquelle s'est joint notre envoyé spécial. Ils étaient 8 en lice, seuls 5 iront en finale. Le concours de disque jockey lancé par DJ Armello révèle les nouveaux talents du Pacifique à la brasserie Hoa demain soir. À la clé, une prestation dans l'Hexagone et une formation avec un vice-champion du monde. Après les Marquises, Manuel Valls poursuit sa tournée en Polynésie avec une escale ce matin à Rangiroa. Accompagné du président Moetai Broderson, du haut-commissaire et de parlementaires, le ministre des Outre-mer a visité plusieurs abris de survie cofinancés par l'État et le pays. Ces structures pensées pour résister aux cyclones servent aussi de lieu de vie, infirmerie, école ou mairie selon les communes. Le reportage de nos envoyés spéciaux Mike Léral, Olivier Huc et Naya Bennett. Ce bâtiment est bien plus que la nouvelle infirmerie de Tiputa. C'est un abri de survie aux normes anticycloniques. En cas d'alerte, il peut accueillir 380 Paumotu. La commune ne finance que 5% de cette reconstruction. L'essentiel est payé à parts égales par l'État et le pays, plus de 317 millions chacun. On a une nécessité d'avoir une résistance au vent pour tout ce qui est toiture, charpente ou menuiserie extérieure. Et donc cette résistance au vent, c'est 300 km/h. On a également la nécessité de s'adapter à la poussée de la mer, à la poussée des eaux. Donc on a une résistance de 4 tonnes à peu près à 3 mètres de haut, qui doit être nécessaire à 3 mètres de haut des pylônes. En particulier, et après le bâtiment doit être autonome. Il doit être autonome 3 jours en eau et en électricité. Certains des premiers abris construits au Tuamotu ne servaient qu'en cas d'alerte, c'est-à-dire presque jamais. Faute d'entretien, ils se dégradaient vite. L'idée est donc de leur donner une autre fonction. Ici, une infirmerie, à Avatoru, un centre de secours, à Nukutavake, une école, à Kawehi, la mairie. Ces bâtiments sont occupés, donc mieux entretenus et plus durables. Le projet concerne 23 abris répartis sur les Tuamotu, sur les îles, les atolls qui n'ont pas aujourd'hui de l'abri. La convention 2021-2025 a coûté 3 milliards au pays et 3 milliards à l'État, mais ces abris permettent de mettre en sécurité 1253 personnes en cas d'alerte, tout en développant les services dans les atolls. Et peu avant de quitter Rangiroa, Manuel Valls s'est exprimé sur la question nucléaire. Nos envoyés spéciaux Mike Léral et Olivier Huc lui ont demandé quel message il souhaite adresser au Tuamotu, archipel particulièrement touché par les essais. On écoute sa réponse. Ce que je veux dire aux habitants de cet archipel, les Tuamotu, mais d'une manière générale de la Polynésie, c'est qu'évidemment toute la transparence doit être faite. Il n'y a absolument rien à cacher. C'est une histoire qui est là, qui pèse. Qui est parfois douloureuse, donc en matière de santé, en matière d'indemnisation, en matière de vérité et de transparence, je fais partie de ceux qui pensent qu'il ne doit y avoir aucun obstacle. Le ministère de la Défense, comme d'autres départements ministériels, s'est déjà engagé à mettre en place les préconisations qui ne passent pas par la loi, là aussi je crois, sans démagogie bien sûr, avec un souci de vérité, d'efficacité, on peut avancer pour la plus grande transparence et pour répondre aux attentes des Polynésiens. Dès qu'on cache quelque chose, dès qu'on donne le sentiment de vouloir se dérober à ses responsabilités, on crée les conditions de la méfiance. La question du nucléaire a bâti une partie des relations entre l'État, la France et la Polynésie depuis le début des années 60, pour les raisons qu'on connaît tous, des choix qui ont été faits au début des années 60, notamment par le général de Gaulle. Cette page a été tournée, mais maintenant il faut gérer toutes les conséquences. On a commencé avec la visite du président de la République il y a quelques années. On va poursuivre à travers les travaux de ce rapport parlementaire et l'État sera au rendez-vous. Et la délégation du ministre d'État est aussi allée à la rencontre de la Mokaran Protection Society. Elle milite pour la protection du grand requin marteau. Son président Jean-Marie Jandel nous explique pourquoi cet animal qui peut mesurer jusqu'à 6 mètres est en danger. Tout le monde connaît la problématique des requins, c'est le finning, c'est la pêche à l'aileron. Et donc lui, malheureusement,
Tu le vois sur les dessins, il a une très grande nageoire dorsale qui font que c'est une prise de choix pour le marché de l'aileron, marché donc consommateur asiatique. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les pays européens continuent aussi à pêcher et à alimenter ce marché d'aileron. C'est pas normal. Également les pays d'Amérique du Sud. Donc si tu veux, on jette la pierre aux pays consommateurs, mais on est nous-mêmes producteurs. Donc là, ça pose un problème. Ça pose un problème parce que la Polynésie française, c'est un sanctuaire protégé des requins, et ça depuis 2012, grâce à la direction de l'environnement qui a sorti des textes. Donc, si tu veux, on a tout un contexte institutionnel qui protège le requin chez nous, mais dans le même pays, on continue à le pêcher, puisqu'en métropole, malheureusement, régulièrement, il est débarqué sur certains ports de Méditerranée. Direction les Marquises à Ta'aoa sur l'île de Hivaoa, une unité compacte de traitement d'eau a été inaugurée cette semaine en présence du ministre des Outre-mer. Cette micro-usine préfigure une installation bien plus grande qui permettra dès janvier 2026 de fournir de l'eau potable à 90% de la population. Une avancée majeure portée par la commune avec le soutien de l'État et du pays. Reportage de Meriteato et Juliano Tautou. Une usine compacte décentralisée ou un UCD pour produire de l'eau potable, c'est le projet phare de la mairie de Atuona. Ici, dans ce conteneur de 20 pieds, l'équipe de la Polynésienne des eaux travaille sur un modèle réduit d'un UCD. Un modèle qu'elle a également testé à Nukuhiva, Uapou, Borabora et Moorea. En fait, on a posé cette petite unité de traitement qui est finalement un modèle réduit de la future unité. Ce qui va nous permettre en fait de commencer à traiter l'eau, de voir comment ça se passe, pour lorsqu'on installera l'usine définitive, de pouvoir la démarrer immédiatement. Après 6 mois de chantier et l'embauche en régie de 6 extras, l'avancée des travaux se fait pour le moment dans les temps. Et le stockage, donc les 2 bassins qu'on a passés commande qui seront livrés à la fin du mois. Voilà, donc on est arrivé à la phase 4, donc on fournit l'eau potable à la sortie de nos bassins. Et les possibilités du bassin, c'est quasiment 90% de la population, et c'est surtout que la capacité qu'on a avec les futurs réservoirs, on peut quadrupler la population de Hivaoa, on a de quoi voir venir pour les années futures. Par précaution, 2 unités seront installées afin de prévenir toute défaillance éventuelle. Un projet porté par le maire d'Atuona depuis le début de sa mandature. Avec le conseil municipal, nous sommes très heureux d'y arriver bientôt à la fin. Donc on recevra notre unité du CD pour 800 mètres cubes d'eau par jour. Et donc on va le recevoir ici sur le quai de Hivaoa de Atuona prévu le 7 décembre. Donc le temps de le monter sur site, de l'installer, on compte pouvoir l'utiliser et l'inaugurer en début janvier 2026. Donc vraiment c'est une joie pour nous, servir de l'eau en quantité à notre population et surtout de l'eau propre. Les 3200 habitants de Hivaoa pourront bénéficier de ce nouveau service proposé par la commune dès l'année prochaine. Et lors de sa visite, le ministre des Outre-mer et le président du pays ont eu l'occasion de goûter à cette nouvelle eau. Excellent, excellent. Profitant de la visite de Manuel Valls, le syndicat Alliance Police relance sa demande, celle de faciliter le retour au Fénois des policiers polynésiens actuellement affectés en métropole. Il serait plus de 120 à vouloir rentrer. Le syndicat a sollicité une audience auprès du ministre délégué aux Outre-mer pour demander des renforts, notamment dans les services d'enquête et à l'aéroport, point clé dans la lutte contre le trafic d'ice. On écoute Johan Tehihipo, secrétaire d'Alliance Police Nationale en Polynésie française, au micro de Matai Horei. Sur la plateforme aéroportuaire, on a 35 à 40% de titulaires pour 65 à 60% de contractuels. Alors ça peut être problématique. Rien qu'un incident pourrait amener à paralyser nos vols alors qu'on sait que c'est notre poumon économique. Donc c'est là tous les arguments qu'on a apportés devant le conseiller du ministre de l'Outre-mer pour demander à ramener nos collègues originaires. En fait, ce sont des demandes qu'on a déjà formulées auprès du haut-commissaire, qui a entendu nos demandes, qui les a relayées à Paris. Et malheureusement, c'est à Paris que ça bloque pour des raisons qu'on ignore encore. Mais pourtant, on voit qu'il y a l'affectation d'autres collègues, donc non originaires, qui continuent à être affectés. On s'interroge simplement sur la priorité qui est donnée aux originaires. Ce qu'on demande, nous, c'est de faire revenir ceux qui ont fait leur temps, en fait, qui se sont enrichis en expérience et qui ont fait leur temps minimum en métropole.
Et du côté de la présidence, ambiance festive ce soir, les athlètes des mini-jeux du Pacifique du Fénois sont reçus actuellement par la ministre des Sports Nahema Temarii. Sur place, nous retrouvons Oriano Tefao. Oriano, est-ce que tout le monde est là pour célébrer cet exploit collectif ? Oui, Yorana Mika, Yorana, toute la Polynésie, effectivement, tout le monde est là ce soir. Supporters, familles, athlètes, coachs et officiels, tous ont été reçus sous le chapiteau de la présidence pour être félicités par Nahema Temarii, la ministre des Sports, pour leur exploit qui a été réalisé justement à Palo, au mini-jeux du Pacifique, avec un bilan énorme. Je vous rappelle, 142 médailles au total, donc 72 en or, 41 en argent et 29 en bronze. On va proposer à Madame la ministre de nous rejoindre car elle est attendue sur scène, on ne va pas tarder. Donc Madame la ministre Yorana. Yorana, Oriano et Yorana à tous les téléspectateurs de TNTV. Quel est le bilan exceptionnel que vous tirez justement de leur prestation? Le bilan est effectivement partagé avec le mouvement sportif, avec les athlètes, les familles et puis je pense sincèrement tous les Polynésiens qui ont suivi avec grande attention ces Jeux du Pacifique. Nous sommes fiers, honorés et confiants pour gagner les Jeux à la maison à Tahiti en 2027. Alors c'est un bon départ pour préparer justement ces Jeux de 2027 ici à la maison. Effectivement, c'est un très bon départ. Le président Louis Provio vient de le citer sur scène. C'est un record en matière de médailles d'or. Le dernier record détenu était d'une 50aine par la Nouvelle-Calédonie et aujourd'hui Tahiti revient avec plus de 70 médailles d'or à la maison et donc on va marquer l'histoire et on va retrouver notre place dans le monde sportif au sein du Pacifique. Mais j'aimerais aussi qu'on n'oublie pas la performance exceptionnelle de nos athlètes aux Solomon Islands en 2023 puisqu'en fait, sans budget dédié à la préparation en 2023, ils sont quand même arrivés à aller chercher la deuxième place du podium et bien évidemment le pays sera aux côtés des fédérations, aux côtés du COPF pour les accompagner dans leur préparation jusqu'en 2027. Maruru au COPF à Eric Ziorniuti et tous les cadres techniques fédéraux de nos fédérations de donner vie au plan Ambition 2027. Maintenant, il va falloir effectivement qu'on assure du côté des infrastructures. Il n'y a pas de sujet à notre niveau et à celui de l'IGSPF. Je pense que si tous ensemble on part confiants, main dans la main, on y arrivera sans équivoque. Justement, Madame la ministre, on sera en pleine période de travaux, mais est-ce qu'on pourra quand même s'entraîner? Il y a toute une programmation des travaux qui a été mise en place avec des fermetures d'infrastructures en mode dégradé. Il a fallu cohabiter par exemple avec Punaru, Fatawa et Pater. Donc en fait les stades ne ferment pas au même moment pour déplacer, repositionner les pratiques. L'IGSPF est allé jusqu'à finalement louer des espaces pour permettre à nos athlètes certaines disciplines de s'y retrouver. Mais il va falloir qu'on s'adapte. Et ça il faut le dire d'emblée, on le dit depuis le début, nous n'avons pas de baguette magique. Il était en notre pouvoir d'agir sur 3 ans avant les Jeux du Pacifique. C'est ce qu'on fait. On met les bouchées doubles. L'ensemble des agents qui fonctionnent sur les Jeux du Pacifique et notamment sur le volet des infrastructures sont mobilisés à 300%. Et donc je demande à tous de la compréhension. Pourquoi? Parce que ces infrastructures, au-delà des infrastructures dont nous allons avoir besoin pour les Jeux du Pacifique, ce sont des infrastructures qui accueillent nos enfants tous les jours. Et je vais citer l'exemple de Fatawa qui finalement accueille chaque jour, au-delà des clubs et de nos athlètes, 800 élèves du lundi au vendredi. Ces infrastructures demain, elles vont être PMR compatibles et on l'a vu, les paras font un travail phénoménal. Et donc je pense qu'on a besoin d'y aller. Les Jeux du Pacifique, c'est une occasion en or pour réhabiliter des infras qui ont été construites dans les années 90, pour certaines 70, et il faut qu'on y aille. Si c'est pas maintenant, c'est quand? Et si c'est pas avec nous, ce sera qui? Merci beaucoup pour cet éclairage, Madame la ministre. On vous laisse rejoindre la scène parce que je sais que vous êtes très attendue là par les sportifs. Merci beaucoup. Maruru, Oriano et le bonsoir à toutes les équipes de TNTV. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, vous l'avez entendu, on sera prêt pour 2027 avec ces infrastructures qui seront en travaux. Malgré tout, on va s'adapter. En tout cas, ici, la cérémonie va continuer avec les discours des officiels pour terminer avec un petit cocktail dînatoire pour garder cette dynamique pour les Jeux du Pacifique de 2027 qui nous attend ici à la maison. Merci beaucoup Oriano pour toutes ces précisions.
Direction Raiatea où le Hawaii Kinuido a effectué ce matin son tout premier voyage vers les îles sous le vent. Plus grand et plus performant que son prédécesseur, il peut charger jusqu'à 2000 tonnes de fret et transporter 60 conteneurs sur le pont en plus de 44 autres en cale. Une douzaine de passagers pourront aussi embarquer à bord. Le navire a été accueilli chaleureusement à Raiatea. On écoute le directeur général de la SNP qui l'exploite au micro de Jessica Doucet. Donc pour la desserte des Raromatei, on va garder les mêmes rotations que l'on avait avec le Hawaii Kinui. C'est-à-dire que ce sera 2 rotations par semaine au départ. Donc au départ de Papeete le mardi et le jeudi. Ça fait 6 ans que les équipes travaillent sur ce projet et effectivement on a été porté par les perspectives de développement des Raromatei. On voulait accompagner les Raromatei en mettant à disposition un outil qui permettrait à nos îles de se développer. Qui sera le futur talent du mix polynésien? 8 candidats mais seulement 5 places en finale. Organisé par le célèbre DJ Armello, le concours DJ Pacific Night met en lumière les jeunes talents du Fénois et du Pacifique. À la clé, une chance unique de mixer en France aux côtés du vice-champion du monde DJ Get Down. Verdict demain soir à la brasserie Hoa. En attendant, nos journalistes Heimanu Manutei et Céleste Olaire sont allés à la rencontre de nos amateurs du mix. Ils sont jeunes, ils sont polynésiens, calédoniens ou français et ils ont une passion commune, un certain goût pour le gros son. Et pour la première fois, ils ont l'occasion de se mesurer à un jury professionnel. Donc on a des DJ qui nous viennent de Nouvelle-Calédonie exprès, on a aussi des Polynésiens avec un jury d'exception, des patrons de boîtes de nuit, des meilleures boîtes de nuit d'ici, des DJ très confirmés et on est très heureux. Là ça fait 2 heures que ça a commencé, il y a un très bon niveau et les jurys sont très impliqués et il y a beaucoup de bienveillance donc on est très contents. Mais cette scène, c'est surtout l'occasion d'identifier des talents de la région et de leur offrir l'occasion de mixer aux prochaines Pacific Nights. Le concept imaginé par DJ Armello consiste à organiser des soirées de mix deck et sap-o, des soirées qui rassemblent près de 600 personnes, essentiellement des jeunes ultramarins. Le deck est très présent, mais on a aussi beaucoup de candidats qui ont fait de la techno, de la deep, même un peu de hip-hop, de dancehall. Franchement, il y a eu de tout et ça fait vraiment plaisir. Et surtout, tous les candidats kiffent ce qu'ils font. Et le but vraiment de cet événement, c'est de pouvoir aider la scène polynésienne DJ. Parmi ces candidats, DJ Shames, le plus jeune participant du concours, du haut de ses 16 ans, il se lance le défi de participer à cette compétition. Très stressé, je pense que ça s'est vu, mais assez fier de ce que j'ai fait et on attend les résultats pour la suite. Ouais, le jury est très cool, à l'écoute et même les avis, tout ça, c'est toujours positif et ça va nous aider pour la suite. Voilà. Les participants et le jury donnent rendez-vous demain soir à 19h à la brasserie Hoa de Papeete pour une grande finale en musique. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite après votre magazine Tahiti Inc. suivi de votre série Underground. Je vous souhaite une très belle soirée sur TNTV. On se quitte sur ces images du Heiva avec la prestation du groupe Tamari i Haumere dans la catégorie Huravatau.